Alors donc on s'amusait, puis si j'ai pris le temps de monter ça sur son truc là. Et puis je suivais une émission qui m'a tout de suite attiré mon attention. J'ai commencé à regarder, j'ai dit c'est pas vrai. Alors, Alassane Ouattara, à la clôture de leur soi-disant convention du RHDP, les moutons attendaient à ce que le berger voleur, le berger criminel, le berger menteur, qui n'est pas le berger, le Christ, le bon berger, ce n'est pas lui. Donc, le berger, vous savez, il y a des bergers, souvent, quand vous leur donnez vos bœufs, là, ils s'arrangent pour empoisonner vos bœufs, et puis chaque fois, ils viennent vous dire, le bœuf est malade, il est malade. Donc, et vous dites, ah, il faut tuer, il faut pas ça venir du fois. Donc, lui, automatiquement, il appelle la bande de viande, là. Il tue et puis il fait business avec eux. C'est sur YouTube. David, je suis sur YouTube. Et alors, donc, le berger menteur corrompu voleur, il s'arrête devant ses moutons à la bergerie. À l'époque, le stade des Bimpe était la bergerie. Il leur dit, j'accepte de nouveau la présence du RHDP, ce qui était tout à fait normal. Mais là où il y a problème, il dit à mon âme et conscience, je vais réfléchir sur votre proposition de me présenter comme candidat au présidentiel de 2025. Question fondamentale. Est-ce que ceux-là, ils pensent que, salut à Tabatini, c'est eux qui ont le monopole de la violence? Je sais pas, hein. Peut-être que c'est ce qu'ils croient. Ensuite, il dit, je vais vous répondre en âme et conscience. Donc, Ouattara dit, je m'en fous de ce que dit la Constitution, mais c'est ça ma volonté. Alors, nous on avait parlé, bon, il y a un élément qui nous avait échappé. Enfin, on parlait de temps en temps, hein, mais mon petit frère connaît, c'est ça, Suleiman connaît. Petit là, il est fort d'Haïti. Suleiman parti ça, dites-lui au Burkina que moi je dis il est fort. Et j'ai dit merci à Suleiman. Tiens, petit là, il est grave. Tiens! Alors, ouais, je prends plaisir à le suivre souvent, hein, pas tout le temps, mais lui est donné, je prends souvent le temps, même souvent quand j'étais sur Denis, mais attention, c'est bon, c'est des choses, hein, qui aime bien châtie bien, non, c'est pas méchant, quoi, fait. Alors, mais il y a un élément qui nous a échappé, mais qui n'a pas échappé à Suleiman Bagbo. Donc, il collait Ouattara au Koui, c'est ça, les Ivoiriens. Et puis, on comprend rien, on dit Ouattara dit ça va pas. Bon, non, on sait que finalement, quand il va là-bas, c'est pour se soigner. Mais on se rend compte que ce n'est pas uniquement à cause de ça, parce que le jeune Isaac de Elbec TV, hier, a apporté une information qui m'a un peu échappé. Et l'information, il dit quoi? Il dit, Macky Sall étant à Paris, au moment des faits, a été mandaté par Emmanuel Macron, puisque Ouattara voulait absolument, pour que lui donne une réponse à ses moutons ici au RHDP en Côte d'Ivoire, mais il y a un autre endroit où il va prendre les instructions. Waouh! 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 Donc, les 52 marabouts qui sont partis à la Mecque, là, quand dit le monsieur là, c'est un bécrin, il ne croit pas en Dieu, vous voyez. Donc, c'est le gars qui veut jouer avec Dieu. C'est-à-dire, il envoie les gens prier Dieu, et puis en même temps, il fait autre chose. Alors que quand moi je dis tout à l'heure, je vous ai dit, laissez tout à Dieu. Je n'ai pas dit, Dieu, quand tu mets toute ta confiance, je n'ai pas dit, écoute, quand tu mets toute ta confiance en Dieu, il ne va jamais te décevoir. Mais que fait Ouattara? Il envoie 52 marabouts à la Mecque. Il envoie des gens organiser une scène de théâtre appelée Merci beaucoup, merci Dominique Cadeau. Alors, ici, et puis, il envoie les gens 52 marabouts à la Mecque. Il envoie des metteurs de scène faire un peu de théâtralité au stade des Bimpe, accompagné de sacrifices humains. Et puis, du coup, il a lui-même son propre agenda. La France, Macron.
Parce que souvent les gens se disent, mais pourquoi les présidents africains vont chercher point en France? C'est pendant la crise du Mali, avec la CEDEAO, la France, les Nations Unies, que moi j'ai découvert certaines choses, ce qu'on appelle, c'est vraiment, mais Keita, depuis tu vas à l'école, tu sais, non, je n'y ai jamais prêté attention. Je savais que c'est la France qui écrivait nos drafts, mais pour quelle raison? Alors, quelle souveraineté avons-nous quand c'est la France qui doit rédiger des résolutions au nom de nos États, au nom de nos pays? Quelle est notre indépendance? Quelle est notre souveraineté? On n'a aucune souveraineté ici. On n'a aucune indépendance. Un État en faillite, un État en décadence morale et économique. Parce que la faillite de la France aujourd'hui, ce n'est pas seulement une faillite économique, mais c'est plus que ça. C'est une faillite morale, une décadence morale, une chute morale, la France. Alors, c'est ce pays-là donc qui rédige nos résolutions avec ses propres termes, selon sa volonté, et c'est ça qu'elle présente autant pour moi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, allez-y comprendre que quand nos présidents sont élus, tout le monde court tout de suite pour aller chercher légitimité en France. Vous commencez à comprendre un peu. Alors, Ouattara ne peut pas prendre de décision. Donc, si Ouattara va en France, avant de prendre une décision, est-ce que les gens de RSDP sont des maudits? Est-ce que les gens de RSDP sont idiots? Il ne s'agit pas de Gbagbo Laurent. Il ne s'agit pas de Tidiane Thiam. Il ne s'agit pas de Sorogim, encore moins de Blé Goudé. Mais il s'agit de votre vie à vous. La vie maintenant et la vie future. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. Il s'agit de la suite logique de la vie de l'État. Quand quelqu'un dit « j'ai un PhD », il a 83 ans. Alors, et puis, on voit ça. C'est la question qu'on doit se poser. Non, une seconde. Alors donc, ça c'est quelque chose qu'il faut faire, quelque chose à laquelle nous devons faire attention. Aïe. Alors, pourquoi il va en France alors? Pour qu'il soit candidat, est-ce que le RHDP, honnêtement, objectivement, rationnellement, moralement, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, est-ce que le RHDP ne peut pas se poser des questions, vraiment des questions de base? Vous savez, il y a des gens que le RHDP a choisi pour les faire miroiter sur les plateaux de télévision, pour tenter de faire la pédagogie aux Ivoiriens en leur expliquant l'inexplicable, en essayant de défendre l'indéfendable. Première question. Donc, ne vous en faites pas, l'actualité est dense, hein. J'espère que je pourrai vous donner le maximum aujourd'hui. Moi, on commence à la Côte d'Ivoire. Alors, première question. Question fondamentale, question simple. Si la Constitution, selon eux, donne droit à Ouattara d'être candidat de 4e fois, pourquoi chaque fois doit-il aller en France pour chercher à déjeuner forcément avec Macron avant d'annoncer sa candidature? Je ne suis pas au courant de tout, mais il paraîtrait que Macron ne peut pas le recevoir, mais ce n'est pas tout. Macron aujourd'hui ne peut plus porter Ouattara sur sa tête. La France est en faillite. Faillite économique, décadence morale. Et la faillite de la France aujourd'hui n'est pas une faillite comme ça. Cette faillite, c'est l'économie française autant pour moi. La France est l'État le plus endetté de l'Union européenne. Et la France n'est plus en mesure de payer sa dette. Et comment on appelle ça, les maisons de notation là, sont en train d'envoyer le signal. Pour le moment, ils mettent la pression pour ne pas que les notations dégringolent. Ils font tout pour maintenir
le flou et les Français le savent. Je n'ai pas fini. Pendant ce temps, les Américains ont constaté, et ils le savaient depuis l'époque de Joe Biden, que l'Europe ne peut pas, en aucun moment, en tout cas, pas dans les 50 années à venir ou les 100 ans à venir, l'Europe ne peut pas se libérer du gaz russe. Ce n'est pas possible. Ils ont besoin de ça. Merci beaucoup, Prudence. Woody et puis Bloomberg. Donc, l'Europe, il passe dans le dos. On veut que nous, Africains, on coupe toute relation avec la Russie. Mais eux, ils prennent les sanctions et puis ils disent, ici, la sanction ne peut pas arriver là-bas. On dit pourquoi? Ils disent, on ne peut pas accepter ça. Donc, pendant tout ce qu'ils font, ils continuent d'acheter le gaz russe. On dit aux Africains, non, vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont payé des maudits, appelés journalistes, chez eux, qui vendent un narratif. Dieu merci aux réseaux sociaux. Dieu merci à Facebook, à YouTube et aux autres plateformes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut démonter tous ces mensonges, pièce par pièce, du début à la fin. Je n'ai pas encore fini à la française. Alassane Ouattara a dit devant le monde que c'est lui qui a aidé. Hey, là où j'arrive, là, c'est grave, les gars. Hey, subhanallah. Attends, j'ai un peu mal à la tête d'abord. Alassane Ouattara dit, c'est lui qui a fait le plan pour relever l'économie. De quel pays là? Vous pouvez écrire le nom du pays, s'il vous plaît. Il y a un pays asiatique. Ouattara dit, c'est lui qui a élaboré leur plan de relance économique. Il y a un pays asiatique. Écrivez le nom si vous connaissez, je vous en prie. Écrivez. Bon, comme on est pressé, moi je vais aller vite. D'accord? C'est le Japon. Alassane Ouattara dit, c'est lui qui a donné crédit et pas donné, on n'est pas encore arrivé. Vous sautez d'abord. C'est lui. Donne-moi une seconde, il faut que j'arrête sa piste. Pardon, faut arrêter ça. Donne-moi une seconde. C'est quand vous avez trop d'applications dans votre chose, c'est ça le problème. Alors, Alassane Ouattara, permettez-moi, je vais revenir rapidement ici. Alassane Ouattara, où tu es, monsieur Ouattara, où tu es. Hey, subhanallah. Hey, j'espère si on va sauter rapidement. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous surprendre. Et cette chose, c'est de la bouche de Ouattara lui-même quand nous avons appris ça. Donc, nous allons vous faire écouter ça rapidement. Voilà, attends. Permettez-moi rapidement de vous faire écouter ça. Moi, j'ai regardé ça, je suis resté tranquille. Merci beaucoup, ça le Japon. Non, je vais vous faire écouter quelque chose sur le Japon pour que vous compreniez bien ce qui est en danger et comment. C'est pas vrai, c'est voilà. Attendez, ça c'est. Alors, le Japon aujourd'hui est surendetté. Le Japon aujourd'hui est surendetté. Le Japon ne peut plus payer sa dette. Et Ouattara dit, c'est lui qui a, comment vous dites, c'est lui qui a proposé, mais qui a fait quoi, le plan de relance économique du Japon. Et les Japonais se sont rendus compte que les Américains les ont doublés sur toute la ligne. Et aujourd'hui, il y a une crise au Japon qui ne dit pas son nom. Qui, je crois, ça a déjà commencé. C'est pourquoi les Japonais ont dit, moi, t'as fait des sanctions à la Russie, là, ça entre vous, nous, on n'a plus dedans. D'accord? Donc, les Japonais, ils ont signé un gros contrat de distribution de pétrole, je crois, pétrole et gaz au Japon. Avec la Russie, je veux dire. Et le Japon dit, on ne se sent pas concerné par ce que vous faites, parce que nous avons ici un problème beaucoup plus compliqué.
Alors, le Japon, parce que le Japon prêtait l'argent aux gens avec un taux zéro. Un taux zéro. Donc, le pays a pris dette. Et aujourd'hui, le Japon. Ne vous laissez pas berner par les belles maisons, les rues éclairées, les voitures qui sortent chaque année. Non. C'est pas parce qu'un pays est endetté que ces choses vont s'arrêter. Mais c'est comment ça va finir qui est important. Aujourd'hui, le Japon ne peut plus s'endetter. C'est devenu compliqué. Alors, comme c'est un peuple résilient, c'est un peuple déterminé, forcément, ils vont trouver une solution. Mais, pourquoi je parle du Japon? Je parle du Japon parce que le menteur, criminel, voleur, président qui est en Côte d'Ivoire, il dit c'est lui qui a écrit, ou du moins qui a proposé la restructuration du Japon. Alors, si tel est le cas, si le Japon est en faillite, est-ce que ça vous étonne que la Côte d'Ivoire soit superbement endettée? Est-ce que c'est la malédiction d'Alassane Ouattara qui a mis le Japon à genoux? Si c'est lui, c'est que cette malédiction ivoirienne, j'invite les Ivoiriens, après mon direct, allez-y chercher à savoir ce qui se passe aujourd'hui au Japon. C'est votre brave qui dit qu'il les a aidés, non? Ce qu'il a fait au Japon, si réellement c'est vrai, alors, Ivoiriens, en entier, pour la Côte d'Ivoire arrive. Alors, c'est pas tout. Je vais vous amener à écouter ceci. Bien, essayiste hors pair. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Vous posez votre téléphone. Ils vont pousser les Européens à ne pas appliquer les droits et les réglementations digitales dont les Américains devraient avoir à faire le Alors, ça c'est, enfin, un philosophe selon eux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la situation de la France et de l'Europe. Je vais vous inviter à aller regarder. Peut-être qu'après, je vais voir si je peux partager. Allez-y, écoutez le monsieur. C'est là où vous vous rendez compte, vous posez la question. Nos chefs d'État qui vont s'humilier devant les présidents français, sont-ils maudits ou c'est l'Afrique qui est maudite? C'est là où vous vous rendez compte que ces gens-là ne sont rien. Ils ont mis en place quelque chose qu'on appelle la consommation du marché, les besoins du marché. Ils créent les besoins juste pour remplir leur poche. C'est pas ça? Mais il se trouve qu'aujourd'hui, nous qui courons pour aller chez eux là-bas, pour aller travailler, on ne va pas parce qu'ils sont plus beaux que nous, plus malins que nous, plus jolis que nous. On va pour des raisons. On s'est dit, il y a la liberté, il y a les droits de l'homme. Mieux, le salaire, et même quand on est balayeur de rue, le salaire est comme le salaire d'un directeur de société en Afrique. Donc le balayeur de rue qui prend le salaire, ouais, l'argent n'a pas d'honneur. Donc nous on va là-bas parce que le petit qu'on donne quand vous transformez en CFA, ça devient beaucoup. Alors, j'ai écouté le monsieur, mais l'Europe est KO. L'Europe est abattue. Ils n'ont rien. Alors la France c'est autre chose. Donc, c'est devant cette France ruinée. Macron a plus de problèmes à gérer aujourd'hui que l'entêtement de Ouattara voulait que président. Donc c'est devant une France ruinée, une France en décadence, que Alassane Ouattara prend l'argent des Ivoiriens pour aller, l'argent volé, mal acquis. Et Macky Sall fait la navette entre Macron et Ouattara. Juste, Ouattara aujourd'hui, Macron lui dit ce n'est pas possible. Macron lui dit je ne peux pas parce que nous-mêmes on est dans le feu aujourd'hui. Nous-mêmes on est dans le four aujourd'hui. Moi-même je sais même pas où mettre de la tête. Et toi tu viens me poser ton problème. Mais où est-ce qui est compliqué dedans là? Il faut pas être candidat, c'est tout trop quelqu'un d'autre. Alors vous commencez à comprendre la stratégie que je vous avais déployée la dernière fois. Ceux qui potentiellement pourraient être retenus, ceux qui ne pourraient pas être retenus. Et le fait que Ouattara aujourd'hui en France, le fait qu'il ne va pas obtenir gain de cause, le fait qu'il n'aura pas ce qu'il croit avoir, le fait qu'il a tellement menti sur l'AES, on va faire fléchir l'AES, on va ramener l'AES. Aujourd'hui, l'Europe et certains pays ont compris que c'est fini. Affaire d'AES là, à Bana, il ne peut plus rien faire. Donc,
Et Ouattara, le mensonge qu'il a tenu, les fausses promesses, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas. Parce que beaucoup de pays regardaient la France. Mais mieux, quand le Niger nationalise son uranium, le Burkina nationalise toutes ses ressources naturelles, le Mali nationalise son or et est en train de nationaliser les autres doucement, doucement. La France qui avait pris l'habitude de venir voler nos richesses à vil prix, voler nos richesses à 5%, 10%, voler nos richesses, les partager entre eux, voler nos richesses et corrompre l'élite politique dirigeante. Après les avoir corrompus, après les avoir engraissés, on sort derrière eux notre argent qui est là-bas, qui a payé des résidences, des voitures, l'argent qui est dans leur compte, on choisit tout de suite 2, 3 organisations non gouvernementales, et puis on dit Transparency, on dit quoi la même là? On dit lutte contre corruption. Donc, l'argent qu'ils ont volé de nos caisses, pour déposer là-bas, automatiquement, les gens vont, et puis, dans une seconde, je vais rapidement ici, permettez-moi de revenir là. On va continuer. Alors, donc, l'argent volé a servi à quoi? L'argent volé a servi à quoi? A servi à financer leur développement. C'est pas ce que les gens vivent aujourd'hui. Dans un second. Alors donc, pour moi, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Ouattara est allé pour aller négocier son 4e mandat, mais il semble que les choses ne vont pas dans le sens souhaité. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, les 52 marabouts, ils sont partis. Pourquoi? Moi, je crois que, je ne vous ai pas dit que Ouattara attendait quelque chose de la part de ces 52 marabouts. Un feu vert. Il attend ce feu vert avant de se prononcer. Mais, donc maintenant, Ouattara, tu as pris l'argent des Ivoiriens, tu as fait partie de 52 marabouts à la Mecque, pour aller faire des choses, pour que tu sois candidat. Il y a des gens qui ont été tués. Tu vas à Paris, croyant, parce que les gens vont lui dire, hey, Macron, oui, il faut l'appeler, il ne peut pas dire non. Maintenant, Macron dit, niet. Il envoie Macky Sall pour faire la négociation. Macky dit, hey, moi, je suis parti. Patrice Talon, il vient de dire au revoir aux gens. Toi, au moins, de nous 3 là, toi, au moins, tu as fait 15 ans. Nous, on a fait 10 ans. 15 ans, à ton âge, tu veux encore pouvoir, avec ton état de santé. Mais en réalité, quand nous regardons de près cette situation dans la Ouattara, moi, je suis convaincu que Ouattara est quelque part un peu pris en otage. En otage par qui? Par une poignée de personnes qui eux-mêmes mettent la pression sur son cercle restreint de quelques personnes. Il ne dépasse pas 5. Et cette pression est telle que quand vous regardez de près, toutes les planifications qu'ils avaient faites au départ, avec l'argent des Ivoiriens, ils croyaient Gbagbo grillé fini. Ils croyaient le PDCI affaibli. Ils croyaient Guillaume Soro devenu fou, tué ou jeté en prison. Mais voilà trois personnes bien portantes, en pleine forme, et qui aujourd'hui se lèvent pour se donner la main pour lutter contre lui. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils ont fait venir des partenaires avec qui ils ont fait des investissements en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, dans une seconde, et Ouattara sait, alors qu'est-ce que fait Ouattara? Les investisseurs sont venus, pas au nom de Ouattara forcément, mais ce sont cercle restreint qui les a fait venir, c'est-à-dire Dominique, son fils David, Fotokobi, et d'autres personnes autour de lui. Donc, il y a cette relation-là qui est là. Alors, il laisse le pouvoir. Dans quelles conditions? Prenez l'exemple
de la société pétrolière qui a été créée de toutes pièces avec ne serait-ce que, je crois, 10 ou 50 millions, n'est-ce pas, sans aucune expérience professionnelle, qui a été une société qui a été créée en quelques mois, et puis on donne à cette société le plus grand bloc pétrolier de Côte d'Ivoire. Je répète, une société créée de toutes pièces, avec un chiffre d'affaires de 50 millions, même pas 100 millions. Le plus gros gisement de pétrole, c'est à cette société-là qu'on confie. Et que fait la société? C'est la même chose que les Maliens ont fait sur le lithium malien, avant l'arrivée d'Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre eux, ils ont monté une société factice, une société fantoche, une société écran. Ils font passer devant le président, papa, tout de suite. L'agrément est donné. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il attend quelques mois, et puis après, il revend ça à une autre société, aux Canadiens. Il le revend aux Canadiens, qui eux aussi. Donc, dans Ouattara, c'est la même chose. Vous croyez que le bloc pétrolier, là, vous croyez que ça appartient à qui? Mais ça appartient à la famille Ouattara. Et quand vous dites, quand vous vous asseyez et puis vous réfléchissez, dans quelles conditions ces différents contrats ont été passés, ce n'est pas tout. Quand Ouattara est arrivé au pouvoir, voilà la bête noire dans la salle Ouattara. Voilà pourquoi Ouattara fera tout pour ne pas que Gbagbo soit candidat. Quand il est arrivé au pouvoir, c'est avec ça qu'on va tomber sur d'autres choses plus importantes. Ça, c'est important, mais il y en a encore des enjeux qui sont beaucoup plus colossaux. Ouattara a demandé à Kaba Nialé, qui était à l'époque ministre délégué de l'économie et des finances. Et Ouattara était président de la République et ministre de l'économie et des finances. J'espère que les Ivoiriens se souviennent de ça, quand il était au Golfe. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, quand ils ont eu tous les leviers du pouvoir, il a demandé à Kaba Nialé de casser pratiquement tous les contrats, même qui ont été passés comment on appelle ça, par appel d'offres, des contrats qui ne souffrent d'aucune contestation. Kaba Nialé a tout cassé à la demande de Ouattara et les rétribué de gré à gré. Sa fille Catherine et son mari ont eu le port d'Abidjan. Ils ont partagé le gâteau. Hein. Tout le monde a eu pour le dedans. Tout le monde. Alors, quand vous arrivez au pouvoir, alors, comment, toi, idiot là, si ça peut, donne-moi, je vais enlever cette merde là ici, là. Moi, je suis pas là pour vous. Tu vas pas faire les dents. Alors, donc, Ouattara, je répète encore, hein, c'est Kaba Nialé qui était ministre délégué. Elle a cassé pratiquement tous les contrats juteux de la Côte d'Ivoire. Et ce contrat-là respectait des critères qui étaient bien serrés dans l'intérêt de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, quand il est venu, il a tout cassé. Ils ont menti, ils ont tout cassé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redistribué de gré à gré. Alors, il sait, Gbagbo candidat, il y a une forte probabilité qu'il gagne. Il gagne. Tous ces contrats qui ont été cassés et qui ont coûté des milliards à l'État de Côte d'Ivoire, qui ensuite ont été redistribués de gré à gré, mais les gens vont le regarder. Les gens vont chercher à savoir si réellement la décision était fondée, si ce n'était pas fondé. Vous savez, quand nos chefs d'État ne veulent pas quitter le pouvoir, généralement on dit c'est le goût du pouvoir. Ça peut s'apparenter à ça, mais ce n'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. Vous allez voir qu'ils ont posé des actes qui, dans votre pire cauchemar ou dans votre pire sommeil, vous pouvez dire non, il ne peut pas faire ça. Donc, en partant, il y a la boîte de Pandore qui est déjà ouverte. Ils seront rattrapés parce qu'ils font. Est-ce qu'aujourd'hui, Macky Sall peut rentrer au Sénégal? Et si Ouattara parle à Macky Sall, il sait très bien, est-ce que Macky Sall, je le répète, est-ce que Macky Sall aujourd'hui peut rentrer au Sénégal? Il ne peut pas, il n'a pas qu'à. Le dossier que les deux là ont fait sortir, les audits qui ont été faits,
les preuves qui ont été accumulées. Aïe, Macky peut pas. Il peut plus rentrer au Sénégal, c'est fini. Donc, Ouattara, c'est ça. Rappelez-vous, quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait de Boni Yayi? Il dit Boni Yayi a détourné l'argent. Il a commencé à taper sur Boni Yayi jusqu'à ce que, si je m'abuse, Boni Yayi il devait aller se soigner, je crois. Il faisait mal, il ne voulait pas laisser le gars allait le soigner, il veut rentrer, il veut l'empêcher de rentrer. Il a fallu l'intervention, je ne sais pas, de la CEDEAO, c'était pour lui, hey, ça ne se fait pas. Il faut arrêter. Mais en réalité, Boni Yayi, peut-être qu'il était responsable, peut-être qu'il n'était pas, mais ils n'ont pas donné le temps à une justice impartiale de statuer. Ils ont pris la décision, ils ont commencé à agir comme des petits voyous. Donc, si Ouattara aujourd'hui a peur, c'est non seulement à cause de cette poignée de personnes autour de lui, en tête son épouse Dominique, ses enfants, mais les erreurs qu'ils ont commises eux-mêmes, en faisant certaines choses, croyant que leurs pires adversaires, c'est fini. Ouattara s'est livré à des pratiques dans sa tête. Il ne peut jamais te rattraper par ce passé-là. Mais aujourd'hui, ce passé le rattrape. Et Ouattara n'est pas prêt à être traité comme Ali Bongo. Ouattara n'est pas prêt à traîner dans les capitales de ce monde comme Alpha Oumar Konaré et Safroulay. Alpha Condé de la Guinée. Monsieur Konaré, excusez-moi, je vais parler d'Alpha Condé. Donc, Ouattara regarde Alpha Condé. Ouattara regarde Blaise Compaoré. Ouattara regarde Boni Yayi. Ouattara regarde Macky Sall. Mais c'est tout cela qui fait que les gens là viennent et disent, président, est-ce que tu vois pas ton frère Blaise? Est-ce que tu vois pas ton frère Alpha Condé? Est-ce que tu vois pas ton frère Macky? Président, il faut bien réfléchir. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que le monsieur, il veut chercher, il sait que constitutionnellement, ce n'est pas possible. Il sait que sur le plan du droit, ce n'est pas possible. Donc, il veut chercher des ruses. Alors, Ouattara sera acculé et il a déjà acculé jusqu'à ses derniers retranchements. Mais il a une dernière carte. J'ai entendu Kone Katina dire que ce ne sera pas un choix de Ouattara. Le choix, ce n'est pas à Ouattara de décider ou de ne pas décider. Je suis 100% d'accord avec toi, mon frère Katina Kone. Tu as été parmi ceux qui ont dirigé ce pays-là de 2000 à 2010. Mon frère Kone Katina, tu sais qu'en politique, on ne fait jamais la passe à son adversaire. On va le combattre jusqu'au bout. Mon frère Kone Katina, je t'invite à regarder le récent passé de Donald Trump. Vous avez vu ça? Le récent passé de Donald Trump, mon frère Katina, je veux que tu regardes ça. Comment les démocrates ont fait tout pour tenter d'écarter le monsieur en utilisant tous les moyens, aussi bien anticonstitutionnels que constitutionnels. Il a été dur, il est en bonne santé, c'est un milliardaire, il a été soutenu. Voilà comme, et surtout, Dieu était dedans. Tu crois sincèrement que Ouattara va respecter le droit avec Bagolora, Kone Katina? Tu crois réellement? Mais alors, c'est là que l'opposition doit devenir plus intelligente, plus subtile. Pourquoi? Tout ce que Ouattara veut, c'est la confrontation. Et Gbagbo l'a compris. Tout ce que Ouattara veut, c'est la confrontation. Mais les Ivoiriens peuvent adopter ce que les jeunes étudiants les jeunes Coréens, la Corée du Sud, et puis Taïwan, les étudiants taïwanais. C'est les deux cas que je vais prendre pour la Côte d'Ivoire. Les étudiants taïwanais et les étudiants sud-coréens. Les jeunes gens du Soudan du Sud. De Oumar el-Béchir. Qu'est-ce que les étudiants
Taïwanais ont fait. Ils sont descendus dans les rues. Ils ne sont pas rentrés jusqu'à ce que le gouvernement pro-chinois tombe. Ça, c'est un. Quand vous regardez les étudiants de la Corée du Sud, ils sont sortis dans les rues jusqu'à ce que le gouvernement tombe. Au Soudan, il y avait une jeune fille même qui était l'image emblématique de la résistance. C'est devant le plus grand camp militaire de Khartoum qu'ils allaient manifester, jusqu'à ce que le pouvoir tombe. Maintenant, Kone Katina, ça ne s'est pas dans le cas de Taïwan et la Corée du Sud. Il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des multitudes d'arrestations. Mais au Soudan, il y a eu beaucoup de morts. Vous croyez que vous tenir devant un micro et dire que Ouattara peut pas, ça va changer quelque chose? Alors, c'est la transition, on rentre dans la deuxième partie de notre intervention. Ça, c'est la transition. Alors, je reviens encore. Kone Katina, on va mettre une pause. On va ouvrir une parenthèse pour rentrer dans la deuxième partie de notre intervention. Écoutez très bien. Vous avez vu que les gens se sont donnés à cœur joie sur les différents plateaux pour critiquer le comportement du PDC-RDA. J'ai même vu mon jeune frère Isaac, je vais commencer avec lui hier dans son intervention, il disait que Blé Goudé à Paris, il n'est pas allé voir le président Tidjane Thiam pour lui poser des questions sur cette histoire du Front commun. Alors, mon jeune frère Isaac, toi et moi on se connaît très bien, on n'a pas la langue de bois. Est-ce que tu penses que le président d'un parti politique, membre de la CAP, devrait aller demander des comptes au président du PDC-RDA? Est-ce que tu penses que c'est une approche? Ce n'est pas une approche, mon jeune frère, ça ne se fait pas. Toujours quand on parle, moi je souhaite que ceux qui veulent défendre le PDC-RDA, je vous demande pardon de beaucoup vous cultiver, c'est-à-dire lire beaucoup et suivre l'actualité. La lecture ouvre votre esprit à une meilleure compréhension des situations. Charles Blé Goudé n'a rien à demander à Tidjane Thiam. C'est Tidjane Thiam qui a pris la résolution sur lui-même de faire ce qu'il a fait. Et cette action est légitime et souveraine. Tidjane Thiam n'a rien fait de mauvais. Alors, il dit, au lieu de ça, il va sur le plateau. Mais lui, en même temps que il prend des cours de journalisme, mais il y a des choses aussi, jeune frère Isaac, il faut être d'accord avec ça. Ça dit, moi, je n'aime pas cette façon de voir la politique. Je vais être honnête. Moi, je vais toujours mener les bons combats. Mais, il y a les à peu près de la politique, les à côté là. Franchement, c'est des choses dans lesquelles moi, je ne rentre pas. Ça dit que ça vous rabaisse. Ça ne montre pas votre valeur intellectuelle et réelle. Ça ne montre pas qui vous êtes réellement. Parce que si des petits détails, vous avez du mal à les comprendre, et devant les grands enjeux, les grands défis, vous allez faire quoi? Ça là, cette affaire de PDCI, PPRCI, le PPRCI n'a rien fait de mal, et le PDC-RDA n'a rien fait de mal. Et Blé Goudé n'a aucune autorité, aucun droit, parce qu'il est à Paris, aller voir Tidjane Thiam, pourquoi tu as fait Front commun, tu ne nous as pas averti? Isaac, est-ce que ça, c'est les choses qui se font? Ça veut dire, moi, je comprends le domaine là, moi, je vais expliquer une chose. Souvent, les gens m'appelaient pour dire un document. Et en même temps, ils veulent mettre la parole dans ma bouche. Il y a beaucoup de gens vous suivez sur les réseaux là. Au nom de Dieu, je jure. C'est des gens à qui on dit, on adopte, voilà comment il faut faire. Les gens parlent à leur place. Moi, jusqu'à ma mort, ça n'arrivera pas. On me donnait des trucs. Mais les gens ont vu que je n'utilise jamais. Et ils viennent dire, non, tu n'as pas me dit ce que je dois faire. Tu as donné l'information, je la regarde. Si elle est exploitable, je l'exploite à ma manière. Si elle n'est pas exploitable, je ne fais pas. Mais malheureusement, mon jeune frère, il se laisse ici entraîner. Ce n'est pas joli. Blé Goudé n'a pas de compte à demander à Tidjane Thiam. S'il va sur un plateau de télé, les journalistes ont tout le droit de lui poser toutes les questions qu'ils veulent. Donc, c'est ça qui est un peu gênant chez nous en Afrique. Jusqu'à présent, on fait la politique,
Mais on n'a pas encore compris. C'est-à-dire que moi, je fais la politique avec un esprit ouvert. Moi, je ne fais pas la politique avec un esprit fermé. Ah, tu connais pas Charles Blé Goudé, ah, c'est l'homme de la machette, ah, il a le deux. Moi, je m'en fous de tout ça, ça ne me regarde pas. Moi, je ne juge que sur les actes du monsieur, ce que j'ai vu. Ça s'arrête là. Maintenant, Tidantia, il est de leur responsabilité. Même s'ils ont cette souveraineté au sein de la CAP, c'est au PDC qu'il appartient d'aller vers les partis frères associés et leur expliquer sa démarche. C'est tout. Ce n'est pas à Blé d'aller parler. Jeune frère Isaac, arrêtez. Les gens vous manipulent. C'est pourquoi quand les gens disent ma sauce, je m'assois, je regarde et puis je ris. Ta sauce met pas là dans ta bouche et puis tu dis. Ça, si tu enlèves ta sauce dans toi-même, tu dis quoi? C'est ça qui est important. Après ta sauce dans toi-même, tu dis quoi? Je me suis forgé cette notoriété, je peux dire cette expérience avec l'aide de Dieu, mais sans jamais chercher à avoir une source. Je me rappelle une fois, il y a un petit qui était avec moi là, je ne dirai pas son nom, les gens l'ont contacté dans mon dos, chaque fois les gens lui disaient de venir me dire ce que je dois dire, et ça cause de ça, mais je leur dis, des bêtises là, je ne veux plus, tu arrêtes ça tout de suite. Les gens connaissent, il y a un jeune là, au début je disais son nom, quelqu'un même à qui même j'ai fait du bien, mais laissons ça tomber. Parce que les gens l'appelaient et les gens lui disaient de me dire ce que moi je dois dire. Les gens lui donnaient des orientations sur mes interventions. J'ai dit, mais attends mon ami, depuis quand on t'a dit que moi c'est comme ça je suis? Tu me connais pas encore? Donc, il s'est senti frustré, il a commencé à faire des bêtises qu'il faut partir. J'ai commencé seul par la grâce de Dieu, je vais continuer seul si telle est la volonté de Dieu. Tu ne viendras pas me dire ce que je dois dire. Mais malheureusement, c'est ça qu'on voit et on vit au quotidien avec certains, pas et tous, mais avec beaucoup en tout cas. Je répète, ce n'est pas à Blé Goudé d'aller dire à Tidiane Thiam pourquoi tu as fait ça. Il appartient à Tidiane Thiam de dire à ses collaborateurs au sein du PDCRDA, voilà les raisons qui nous ont motivés à faire ça, mais pas à Blé Goudé d'aller. Maintenant, si moi je suis un plateau de téléphone, il pose la question, pourquoi vous ne voulez pas qu'il y réponde? Franchement, si c'est comme ça on fait la politique, moi je ne sais pas si Dieu sera prêt à enlever Ouattara. Si c'est comme ça on réfléchit, ça m'étonnerait que Dieu aide les Ivoiriens à se débarrasser de Ouattara. Parce que pour que Dieu aussi vous aide là, vous devez être dans une certaine disposition pour que Dieu vienne. Mais quand Dieu même vous regarde, de toute façon vous êtes là, il n'aurait vu encore. On a qu'à les laisser encore. Mais moi je pense que cette façon de faire les choses, c'est pas, je n'impose pas. Je ne suis contre personne, mais je dis, on vaut mieux que ça, c'est tout. Quand on veut faire la politique et qu'on critique l'autre pour son manque d'ouverture, pour son manque de démocratie, et en même temps, quand quelqu'un fait preuve de démocratie, on est prêt à couler la personne, on est prêt à tuer la personne. Mais vous dites que Ouattara, c'est un dictateur. Tidiane Thiam, en toute démocratie, en toute liberté, prend une action. Une décision, pardon. Blé Goudé, en toute décision, en toute démocratie, en toute liberté, il prend une décision. Mais pour Tidiane Thiam, qui pourrait être même pire que Blé Goudé, on laisse Tidiane Thiam, et puis c'est Blé Goudé, on va attaquer. Vraiment, moi, je trouve que c'est malhonnête et c'est pas sincère, c'est pas honnête. Tidiane Thiam est président du parti, Blé Goudé est président du parti. C'est vrai, le PDC est le parti historique, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Mais un parti politique est un parti politique. Et Blé Goudé est président d'un parti politique. On peut ne pas l'aimer, moi je m'en fous. S'il fait des bêtises, apportez la preuve, attaquez, je vous soutiens. Mais ça, c'est des bêtises. Il y a des choses, même, franchement, ça n'agrandit pas le débat en ce moment en Côte d'Ivoire. On continue. La parenthèse est toujours ouverte. Alors, je reviens encore au PDCI. Les députés PDCI ont quitté l'Assemblée nationale. Le jour où, je crois, il y avait le président d'une assemblée qui était invité par l'Assemblée nationale. C'était la clôture de la session, je crois, plénière. Et au moment où le monsieur devait prendre la parole, les députés PDC sont sortis pour protester. Beaucoup de personnes ont critiqué. Et après, j'ai écouté Soumaïla Bredou, c'est ça, Bredou,
Bredou, moi, si vous m'énervez avec affaire de son là, au nom de Dieu, je vais vous banner de mon direct. Vous comprenez? Ça devient une provocation. Si tu ne veux pas écouter, et si tu es obligé de m'écouter. Alors donc, ça dit, il y a une façon de se comporter dans le public, même si c'est, toi tu es chez toi à la maison, c'est ça? Personne ne te voit, tu es assis seul devant ton ordinateur, ta télé, ton téléphone. Tu penses que tu n'es pas seul, le monde te voit, parce que quand tu es là, le monde entier te voit. Et tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Quand tu regardes là, tu es venu trouver les gens qui regardent là. Tu as vu combien de commentaires les gens écrivent ça. Si c'est faible là, pourquoi tu ne commences pas par toi-même? C'est ça qui m'énerve sur vous. Avant de dire aux autres, il y a ça là. Pourquoi vous ne vous contrôlez pas vous-même d'abord? Pourquoi tu ne contrôles pas ton téléphone d'abord? Pour savoir si ton téléphone, tu l'as bien calibré. Est-ce que tu ne faisais pas quelque chose, tu n'as pas diminué le volume? Est-ce que tu as fait ça d'abord? C'est ça qui est moi, quand c'est comme ça, je n'ai pas pitié et j'allume, je m'en fous que vous soyez abonné ou pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ça ne vous faites pas remarquer dans le public. Même si tu es assis chez toi à la maison, tu es seul dans ta chambre, mon ami, le monde te voit parce que si je suis ton nom tout seul, le monde sera que c'est toi. Avant de me dire, il y a problème de volume là, il faut régler chez toi d'abord. Alors donc, je continue. Je continue. Hein. Les députés sortent. Il y avait un invité qui était là. Et tout le monde a fait. Il y a eu beaucoup de réactions. Et j'ai vu le porte-parole qui a directement répondu, je crois, à Daouda Élysée, qui ont condamné le geste du PDCRDA d'être sorti de l'hémicycle pendant qu'il y avait une invitée de marque. Et l'invité était le président, je ne sais pas de quelle assemblée, mais en tout cas, ils ont dit, personnellement, pour la première fois, depuis ces deux idiots-là sont sur, ils font leur bêtise là, Daouda Tortunidia avec Élysée, la bêtise morale, pour la première fois, j'étais d'accord avec Daouda et Élysée. Je répète, moi je ne suis pas négationniste. Je ne suis pas celui qui dit non, bêtement. Pour la première fois, je suis 100% d'accord avec ce que Daouda a dit et 100% d'accord avec ce que Élysée a dit. Et je pense que le PDCI est en train de commettre erreur après erreur. Et c'est ce que Daouda a dit. Ils sont en train de commettre des erreurs chaque fois. C'est comme visiblement, ils font exprès pour commettre des erreurs. Ou, c'est comme ils sont en train d'agir croyant et étudiant, mais ils sont en train de mettre le n'importe quoi au PDCRD. Parce que quand ils sont sortis de l'Assemblée, nous avons regardé dans la salle. Il y avait combien de députés PDCRDA qui sont restés, qui ne sont pas sortis. Ça c'est un. Deuxièmement, les deux partis là, quand les idiots parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand Bleu Goudé dit, entre le PDC et le PPACI là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec lui. Est-ce que ce que Bleu Goudé a dit là, vous ne voyez pas ça ici? Détestez-le, moi je m'en fous. Moi je suis pour le principe de l'éclatement de la vérité. Est-ce que, je répète, est-ce que, quand vous regardez ici, quand vous regardez l'action du groupe parlementaire PDCRDA, quand vous regardez, en quoi est-ce que cela, vous pensez à quoi? Le PDCI qui est un parti d'experts, un parti d'expérience, un parti de sagesse, un parti qui connaît l'ADN politique de ce pays. Mais malheureusement, ce parti est en train de pécher par ignorance, par précipitation et par mépris. Je le répète. Le PPACI et le PDCRD, et puis regardez très bien, le PDCI en alliance avec la CAP décide de faire une marche de Sokocé au siège de la CEU sans associer les membres de la CAP. Erreur grave en politique. Deuxièmement,
À peine le PDCRDA signe un mémorandum de front commun avec le PPACI, le PDCRDA sont seuls de l'hémicycle sans le PPACI. Je ne sais pas si le PPACI était là-bas ou pas, mais c'est eux qu'on a vu sortir. Alors, vous voyez ça là, c'est pas bon. PDCI là, ça là. Si vous fouettez en vie, au nom de Dieu, vous n'allez jamais faire ça. Si Bédi était en vie, il n'allait jamais faire ça. Et le PDC, je ne sais pas comment qualifier les actions du PDC. C'est pourquoi je dis, je suis 100% d'accord et avec Élisée et avec Daouda. Le PDC est en train de continuer. Le PDC va rendre la tâche difficile à tout le monde. Et moi, quand je regarde ça, je pose une seule question. Est-ce que le PDC est en train de rouler pour Alassane Ouattara? Est-ce que le PDC est en train de doubler les Ivoiriens? C'est la question que je me pose. Et elle est légitime. Et tout Ivoirien devrait se poser cette question. À quel jeu joue le PDC-RDA? Dans la CAP, vous sortez seul. À peine vous avez un mémorandum avec le PPAC, vous agissez seul. Mais si vous voulez agir seul là, pourquoi vous allez vers les autres? Si vous pensez que vous êtes suffisamment fort là, vous n'avez pas besoin de COGEP, vous n'avez pas besoin de la CAP, vous n'avez pas besoin de Simon Gbagbo, vous n'avez pas besoin du PPAC. Si vous estimez que vous pouvez tout faire par vous-même là, cela, vous n'avez pas besoin d'aller vous faire écorcher. Parce que Ouattara va vous cogner. Quand Ouattara va vous cogner, Carrefour de la mort, là, vous allez oublier ça. C'est-à-dire que vous allez passer là. La mort même ne vous va pas passer. Vous allez être d'un missile hypersonique. Mach 50. 50 fois plus rapide que le son, que la lumière. C'est ça. Vous, c'est quel jeu vous jouez là, PDCRDA? Ça, c'est quel jeu ça? Alors, je demande à mon jeune frère, à un moment donné, il a pris sa responsabilité et commençait à dire la vérité au PDCRDA. Mais je l'encourage à continuer à dire la vérité. L'éléphant résistance, je crois. Victime résistance, pardon. Le PDCRDA, s'ils estiment qu'ils sont suffisamment forts, ils sont majoritaires, ils n'ont pas besoin du PPACI, ils n'ont pas besoin de la CAP. Oui, vous êtes souverain pour prendre telle ou telle décision. Mais dès que vous êtes... Alors, ça fait mal, hein. Moi, je vous jure. Ma chérie Clémence, elle est PPACI, elle est PDCI. Mon frère Dia est PDCI. Et puis, j'aime le PDCI. Ça me fait mal. Tidiane Thiam, il est assis dans le pays des Blancs. Et ce qui me fait mal, c'est ça. Il est assis dans le pays des Blancs. Il sait comment les choses fonctionnent. Il sait, lui, il dit, je ne sais que travailler en équipe. C'est ce que Tidiane Thiam a dit toujours. Je ne sais que travailler en équipe et je mets comment il appelle ça, les valeurs humaines aux choses. C'est ce qu'il a dit, hein. Si Tidiane Thiam nous dit, je ne sais que travailler en équipe, moi je voudrais qu'il m'explique ces deux sorties ratées du PDCI. Où est la collégialité qui était là? Où est l'équipe, l'esprit d'équipe qui était là? Vous êtes dans la CAP, vous faites une marche sans les autres. Vous êtes dans un front commun, vous sortez sans les autres. Tidiane Thiam, tu dis que tu travailles en équipe. Où est l'équipe qui est ici là? Où est le travail en équipe qui est là? Où est le travail en équipe? Moi je veux pas, mais moi tu travailles en équipe. Vous savez. C'est-à-dire, vous allez détruire ce parti-là, ça je vais vous dire. Et puis, vous allez être responsable de ce que les Ivoiriens ne pourront pas se débarrasser de Ouattara, parce que vous êtes en train déjà de torpiller un travail colossal qui n'a même pas encore commencé. Votre attitude est révoltante et décevante. Vous ne pouvez pas par vous-même, membre de deux coalitions, et vous sortez chaque fois seul. Mais si vous êtes aussi fort, vous avez besoin de PPAC, pourquoi? Si vous êtes fort, vous avez besoin de la CAP, pourquoi? Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Ressaisissez vos PDCRDA. Vous n'êtes pas ce que vous croyez que vous êtes. Vous n'êtes pas majoritaire. Parce qu'on a vu votre marche à Soko C8. On l'a vu. Vous n'avez rien fait là-bas. Moi, on me demande, vous avez tapé poteau. Parce que Kogodi, là, c'est votre fief. Kogodi devait être bloqué ce jour-là. Mais vous avez vu le nombre de personnes que vous avez mobilisées. Arrêtez ça, PDCRDA. Ou vous êtes dans des alliances, ou vous n'êtes pas dedans. Ce que moi je défends ici, il n'y a pas de contradiction à ma position. Je ne défends pas le PDCI de s'allier avec d'autres partenaires politiques. Tant que cette alliance ne remet pas en cause la légitimité
de la première alliance. Et à ce niveau, tous ceux qui disent Blé a dit, ils n'ont qu'à le regarder dans les tests, si c'est conforme. Et si c'est conforme, Blé a dit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais moi, je suis 100% d'accord avec lui. Vous n'avez qu'à regarder le comportement du PDC, vous signez des engagements et vous-même, vous sortez après, vous faites vous faites le solo. Mais si vous voulez faire le solo, mais pourquoi vous allez vers le PPACI? Laissez le PPACI se concentrer sur son truc. Si vous voulez faire solo, pourquoi vous mettez dans une alliance appelée CAP? Laissez les autres se débrouiller sans vous. Maintenant, quand moi je vois Bredou, dire, ils ne savent pas, les gens ils sont sur les plateaux, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mon frère, c'est toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Ils savent très bien ce qu'ils disent. Bredou, c'est toi le problème. Vous êtes allé dans une alliance avec le PPACI. La courtoisie, le bon voisinage, vous aurez demandé de parler avec eux. Ils ont appris comme tout le monde. Et ça, tu n'as pas honte, tu viens dire les jeunes avons s'asseoir sur le plateau. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, vous êtes dans deux alliances et c'est vous qui sortez toujours sans les autres. Mais si vous sortez sans les autres, pourquoi vous allez vers eux? Si vous n'avez pas besoin d'eux, pourquoi vous allez vers eux? Alors, donc ceci dit, on referme la parenthèse là-bas. Il appartient au PDCRD de tirer les leçons. Apprenez, tu dis aux Ivoiriens, je sais que tu travailles en équipe, prouve aux Ivoiriens que ce qui sort de ta bouche, tu l'appliques. Prouve aux Ivoiriens que quand tu dis une chose, tu peux faire. Tu dis que tu travailles en équipe. Prouve aux Ivoiriens que tu travailles en équipe. Après ces deux sorties-là, il faut éviter de jeter le PDCI comme ça. Et vos députés là, il faut leur parler. Parce qu'ils se fichent du monde. À l'Assemblée là, les députés PPAC, je ne sais pas s'ils étaient là-bas ou pas, les députés PPAC devaient suivre le PDCRDA. Ça n'a pas été le cas. Mais vous prenez des décisions solo, et puis vous êtes dans des alliances. Moi, franchement, je ne comprends pas. Vous mariez fille des gens, enfant des gens, vous la déposez chez vous. Quand c'est l'heure de manger, vous sortez, vous allez manger avec vos copines dehors. Enfant des gens est dans la maison, elle souffre, elle ne mange pas. Quand c'est la fête, vous vous habillez, vous allez faire la java, elle est là, elle n'a pas habillé pour porter. C'est-à-dire, vous avez pris enfant des gens, vous avez mis dans votre maison, c'est pas votre problème. Elle vit pas, c'est pas votre affaire. Elle mange pas, c'est pas votre affaire, elle est malade, mais vous vous occupez de vous. Tant que si vous sortez vous trouvez votre plaisir au dehors, ça suffit. C'est qu'elle a, c'est ça, en réalité, quand vous caricaturer, c'est ça. Mais vous jouez, j'ai dangereux. Parce que vous connaissez pas Babou, c'est pas ça? D'accord. Vous connaissez pas Ouattara, c'est pas ça? Tous ceux-là ont été votre adversaire. Babou a été votre adversaire, Ouattara a été votre adversaire. Mais vous n'avez tiré aucune leçon PDC. Ça, c'est des choses qui ne se font pas. Alors donc, maintenant, si Macron refuse de recevoir le petit président ivoirien de 83 ans, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, nous on ne donne que l'information. Mais il appartient aux Ivoiriens de s'organiser. J'ai donné l'exemple des étudiants de Taïwan et de la Corée du Sud. J'ai donné l'exemple de la mobilisation des jeunes Soudanais. La liberté a un prix. Mais personne ne veut payer le prix. Il appartient aux Ivoiriens de décider, soit d'aller dans les maquis, regarder les belles filles, faire la java, et puis supporter encore Ouattara, parce que si Ouattara n'a pas gain de cause, il peut être candidat, parce que je suis sûr, l'idée qu'il veut faire passer, c'est quoi? Je vais aller aux élections et me retirer quelques mois après. Mais comme c'est un menteur, Macron ne lui fait pas confiance. En fait, c'est ça qu'il est en train de vendre d'abord. Ça, c'est sa première carte Ouattara.
Toi, tu mens, quoi. Il a dit ça devant toi, il faut laisser tomber. La première carte de Ouattara, il dit, je vais aux élections pour que mon parti gagne. Mais je ne peux pas rester président. Quelques mois après, je démissionne et je laisse la place à mon vice-président. Ça, c'est ce qu'il est en train de vendre à Macron. C'est pourquoi il dit, je vais vous répondre en âme et conscience. Il n'a pas encore répondu. Cette idée-là, pour moi, ça passe pas. Donc, si ça passe pas, il faut qu'il vienne avec un plan B. Et le plan B, c'est là qu'il va sortir l'épée de Damoclès sur la tête de Sorobio et sur la tête de Gbagbo Laurent. Ces deux farouches adversaires, Gbagbo, Sorobio. Parce que, je vais vous dire une chose, je l'ai dit la dernière fois, je le répète. La France dira à Ouattara, présente n'importe qui, on te soutient. Mais la France ne lui dira pas, maintiens Gbagbo et Soro en dehors de la course. La France dira toujours, trouve quelqu'un, on va soutenir la personne. Cette personne-là, on va faire consensus autour. Donc, sans dire ouvertement, la France donne carte blanche à Ouattara d'éliminer Sorobio, d'éliminer Gbagbo Laurent. Puisque ce sont les deux éléments les plus dangereux, les deux personnes les plus dangereuses qui peuvent faire vaciller le pouvoir de Gbagbo. Le PDCI, il dira que c'est chose réglée avec Tidjane Thiam. Blé Goudé, il va dire les activistes ont déjà fait 90% du travail, donc lui, je ne m'inquiète pas pour lui. C'est là aussi, je reviens encore pour dire aux Ivoiriens de faire attention. Parce que l'idée de Ouattara, c'est de dire à Macron, je vais à ces élections-là et je me retire quelques mois après. Voilà, je vais réfléchir à mon âme et conscience. Voilà exactement la signification des propos de Ouattara. Mais pour le moment, Macron a plus de choses à gérer que vous ne pouvez l'imaginer. Bon, notre souhait que Macron, comme c'est son patron qui est Macron, notre souhait que Macron s'oppose à sa candidature pour qu'il fasse l'erreur d'écarter Sorobio, qu'il fasse l'erreur d'écarter Gbagbo Laurent et de choisir quelqu'un. Ouattara n'a pas le choix. Mais entre-temps, ils ont demandé au renseignement ivoirien. Ça encore, je mets la DST au défi. Ils ont demandé au renseignement ivoirien, couplé avec la DGSE, et puis certains informateurs de gauche à droite, ils ont essayé de regrouper un certain nombre d'informations. Tout est faux, hein? C'est un dossier vide, mais c'est de créer la panique et pousser l'autre à avoir confiance en lui et de le laisser gérer. Parce que c'est ce qui va se passer. S'il monte, et ça c'est clair, hein? Je répète, la France ne dira pas à Ouattara, il faut choisir tel, il ne faut pas choisir tel. La France dira à Ouattara, trouve-toi un candidat et nous soutiendrons ce candidat. Donc, en le disant, la France donne carte blanche à Laurent Gbagbo lui-même de sélectionner ceux avec qui son poulet qui va présenter aille aux élections. Et nous savons que s'il doit choisir les deux premières têtes qui vont tomber, c'est la tête de Gbagbo, c'est la tête de Soro. Il va dire Tidjane Thiam, Blé Goudé, ça c'est son calcul. Je répète une dernière fois, c'est son calcul. Il appartient aux Ivoiriens de dire trop c'est trop. Et c'est là que les Ivoiriens doivent montrer à Ouattara que tu nous as encore sous-estimé. 2025 n'est pas 2020. 2025 n'est pas 2020. Donc, Ivoiriens, réveillez-vous, mettez-vous debout. Le combat, il sera pas facile, mais la détermination, la ténacité, la volonté, le patriotisme, l'amour pour la Côte d'Ivoire va vous pousser
à gagner ce combat-là. Et vous n'avez pas le choix que de gagner ce combat face à ce dictateur, à ce corrupteur, à ce corrompu appelé Draman Ouattara. Une poignée de personnes saisit le pouvoir et veut imposer sa volonté à plus de 30 millions de personnes. Il vous appartiendra d'accepter la chose. Alors, ce n'est pas tout, hein? Je n'ai pas encore fini. Vous savez, les jeux, les choses sont en train de se mettre en place doucement, doucement. Ça, c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Il faut rester soudé. Même si le PDCI a montré des moments de faiblesse, il faut rester soudé autour du PDCI, autour du PPACI, autour du COGEP, autour de MJC, je crois, le Front populaire de Pascal Affi et autres. Il faut rester soudé et puis déterminé. Avant de commencer, j'écoutais mon jeune frère Okosi Babadiko, c'est ça? Okosi, quelque chose comme ça, qui dit que Ouattara a envoyé ses mercenaires ou ces microbes-là d'Abou pour aller intimider les gens. Mais ça n'a fait que commencer. Vous croyez que c'est Niès qui l'a placé à la tête des sociétés d'État? Vous croyez que c'est une personne qui l'a placé à certaines responsabilités? Vous croyez que c'est pourquoi? Mais il appartiendra aux Ivoiriens parce que ils vont essayer de sortir cette fois-ci avec une certaine violence. Une violence pire que celle de 2020. C'est là toi, Christine, quoi tu donc, il appartiendra aux Ivoiriens. Il faut que psychologiquement chaque Ivoirien commence à se préparer et se dise en 2020. Ceux qui n'ont pas été capables en 2020 de faire quoi que ce soit, ceux qui sont restés silencieux en 2020. De 2020 à 2025, Dieu vous a montré beaucoup de choses. Si vous estimez que Ouattara ou le RHDPP reste au pouvoir, ça c'est vous qui avez le choix. Vous avez vécu ces choses-là. Mais si vous estimez qu'il doit partir, alors 2020 doit être la revanche de tous les Ivoiriens désireux de voir un changement. Tous les Ivoiriens doivent prendre conscience, comme Babou l'a dit, 2025 n'est pas 2020. Tant que cette détermination, cette arme de vaincre ne sera pas à chacun de nous, dès qu'on verra une machette, on va fuir. Nous n'incitons pas à l'affrontement. Non. Mais nous incitons les Ivoiriens à prendre conscience de ce qui est en jeu. Pour que vous soyez agressés. Regardez le Baka vert. Quand vous prenez la commune de Yopougon seulement, 10 000 personnes pouvaient, tous ceux qui sont dans le Baka là, c'est-à-dire 10 000 personnes pouvaient rendre le Baka en néant et puis brûler ça complet, c'est-à-dire les calciner dans le Baka. 10 000 personnes. Mais ils étaient combien? Ils étaient combien dans le Baka? Ils ne valaient même pas une vingtaine. Donc, il y a ce qu'on appelle l'effet de la psychose. Créer une psychose à tel point que personne même n'a envie de mettre son nez au dehors. Et c'est ça qu'il faut braver. Parce que ils vont vous empêcher de faire des regroupements de masse. Parce que tant qu'il y a les regroupements de masse, ils ne pourront rien. Donc, ils vont briser chaque fois que vous allez tenter de vous regrouper 100, 200, 300, 500, 1000. Quand vous allez commencer à atteindre les 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, c'est fini, ils vont disparaître. Mais c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc, vous devrez trouver un moyen, une stratégie, une façon de faire les choses. Une façon qui va les obliger de vous laisser tranquille. Parce que tant que vous n'allez pas trouver la stratégie pour vous retrouver, les noyés, ils sont minoritaires.
10, 15, ils ne vendent même pas 15 dans le bac, parce que 10, ils sortent avec leur machette et puis paf, c'est fini. On voyait le bac à vin circuler dans les rues de Yopougon. Mais le gouvernement n'a rien fait. Donc, ils ont encouragé l'impunité. C'est tout ça là qui fait que, parce que si le pouvoir de Ouattara tombe, l'histoire des bacs à verre, tous ceux qui sont derrière seront démasqués, arrêtés et puis faire face à la justice. Donc les gens ont commis trop de crimes et ils ne sont pas prêts à partir. Mais il appartiendra au peuple de braver et de dominer sa peur. Parce que cette peur-là, tu as peur ou tu n'as pas peur aussi, ceux-là veulent te tuer là, même dans ton lit, dans ton sommeil, ils vont aller te tuer. Ils vont rentrer par effraction, ils vont vous attaquer. Donc, vous n'avez pas le choix que de vous armer de courage et de détermination. J'insiste. C'est ce que j'ai dit en 2020, je n'ai pas été écouté. J'ai dit à tout le monde. J'ai dit à tout le monde. Je répète, j'ai dit à tout le monde. Tant que vous n'êtes pas certain de vous regrouper par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, évitez les petits regroupements de 5, 3, 4, 5, 10, 100 personnes. Vous serez une proie facile. Malheureusement, ce que j'ai craint, c'est ce qui est arrivé en 2020. Malheureusement, ce qui est arrivé en 2020. Donc, ce que j'ai dit en 2020, je le répète en 2025. Cette fois-ci, le président Gbagbo est là et il y a un outil de combat, trop c'est trop. Il appartient à chaque Ivoirien de s'identifier. Est-ce que trop c'est trop prend en compte mes préoccupations? Si oui, tu es dedans. Et faire en sorte que cette fois-ci, parce que cette fois-ci, vous avez un expert, comment vous appelez ça? Un expert de la clandestinité. Gbagbo Laurent, c'est un expert de la clandestinité. Donc cette fois-ci, vous avez un expert de la clandestinité, Gbagbo Laurent. Il saura comment vous aider. En 2020, c'était Bédier. Bédier n'est pas habitué à ça. Les AFI, les Mabri Talkers, les Amon, tout le monde avait fui pour laisser Bédier seul à Bidjan. Tout le monde avait fui en 2000. Ils sont là encerclés, la maison, la résidence du président Bédier, ils veulent l'arrêter. Il s'est assis, il a pris son cigare, son whisky, il dit, venez me prendre pour aller, si vous êtes garçon. Vous avez vu, il y a un petit bâtard qui allait verser le sang devant la résidence de Bédier, mais à son âme. Donc, Ivoirien, c'est pas une affaire de Gbagbo Laurent, c'est pas une affaire de trop c'est trop. Si tu estimes que trop c'est trop, prends en compte tes intérêts, tes besoins, alors tu es dedans. Et puis tu es dans la marche. Vous allez vous avancer jusqu'à ce que Ouattara tombe. Mais dans votre évolution, certains seront retardés, certains vont tomber. Ça, c'est le prix de la liberté. Il vous appartiendra soit de dire, oh, personne ne souhaite que quelqu'un tombe. L'idéal serait d'éviter cela. Même si, mais, moi je me rappelle, un jour comme ça, il y a un gars qui était avec sa femme, et les Américains, vous savez, les maisons, quand on regarde les maisons, on est content, mais tout est en bois. Les gens sont, il est assis avec sa femme, il causait. Dans leur lit, hein. Il y a des bandits qui sont arrivés, et puis ils ont commencé, les gang members, ils ont commencé à tirer. Il y a une balle perdue qui a traversé le mur en bois, et puis aller prendre la femme dans son lit sur le champ. Papa, elle est morte. Donc, mourir là, ça peut être, vous pouvez mourir dans des conditions, que ce soit à la maison, dans la rue. Bon, vous avez vu la pauvre dame là aussi, qui marchait, et puis Moulard qui allait la renverser. Avec ça aussi, il y a un certain Hassan, c'est quoi, l'histoire, et puis il donne un récit contraire, elle voulait traverser. Je dis, waouh. Qu'elle est reposée en peur. Donc, il appartient aux Ivoiriens. Si Ouattara allait là-bas, il y a deux messages. Il n'est plus sûr s'il veut forcer et que la France le lâche s'il y a des débordements.
s'il y a des agressions, s'il y a des blessés, s'il y a des meurtres, il va assumer la responsabilité. Ça, au moins, il le sait aussi. Mais maintenant, lui va aller à des élections. Il va faire tout pour essayer de recaler certaines personnes pour dire, il a fait le maximum qu'il pouvait. Mais ce que tu vas arrêter là, c'est parce que eux, ce n'est pas à toi de les arrêter. Si la loi leur donne le droit d'être sur la liste, ils doivent être sur la liste. Ce n'est pas à toi de décider. Mais on sait que c'est ce qu'il doit faire. Alors, il y a, ça c'est là, voilà, on rentre maintenant dans la troisième partie de notre intervention. D'accord, la troisième partie, il s'agit pour nous, ça c'est international, on va aller en Iran, en Israël, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, pour ne citer que ces pays, sans oublier le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine. L'activité est dense, mais une petite pause pour la pub. Alors, vous avez certainement un parent malade, une connaissance, vous avez certainement un collègue, vous avez une fiancée, une épouse, un enfant, un père, une mère, vous avez dépensé, vous avez beaucoup dépensé sans tenir les résultats, ou vous venez d'apprendre que telle ou telle personne a telle ou telle pathologie ou infection, ou vous avez essayé par tous les moyens de traiter et puis vous n'avez pas des résultats concluants. Une fois de plus, nous ne sommes ni charlatans ni marabouts, nous travaillons sur la base d'informations médicales. Donc, quand nous avons ces informations-là, nous vous proposons nos services. Le diagnostic veut dire que la personne a le VIH-Sida, le cancer du col de l'utérus, le cancer de sein, d'accord, la drépanocytose, l'hernie discale, l'anémie, l'hypertension, le diabète, l'insuffisance rénale, la pneumonie, la tuberculose, la cirrhose de foie, comment on appelle ça, ulcère gastrique, hémorroïdes internes et externes, perturbation de vue, perturbation et dysfonctionnement érectile au niveau des hommes, d'accord, règles douloureuses, ménopause précoce, trompe bouchée, fibrose, myome, la liste est longue. Alors, donc, vous venez à nous avec ces informations précises et nous vous proposons nos services à partir de nos plantes. Ce qu'il faut retenir, nos plantes sont 100%, je répète, nos produits sont 100% naturels. Les compléments alimentaires sont 100% naturels. Il n'y a pas d'ingrédients chimiques ni de drogue. D'accord? Voilà. Donc, vous avez fait un AVC avec une paralysie partielle, par la grâce de Dieu, on vous traite, vous êtes sur pied et puis vous reprenez votre route. Vous avez des douleurs neuromusculaires, complications cardiaques, on vous traite, on vous met sur les rails, vous continuez votre route. Mais en même temps, faites beaucoup attention, parce qu'il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des gens qui viennent au nom de Keïta, en utilisant le nom de mes produits, faites beaucoup attention. Il y a 2 numéros seulement que je donne. La fondation Mariam Diallo, qui est la fondation de ma mère, et ma propre fondation, la fondation Keïta Chekouba. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient vous dire, vous avez acheté avec nous, posez-nous la question, depuis quand j'ai acheté avec vous, est-ce que toi et moi on a déjà échangé, sur quelle plateforme on a échangé? Faites beaucoup attention, parce qu'il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de voleurs, ils trompent, ils manipulent. D'accord? Donc, quelqu'un dit, il a acheté avec vous, demandez-lui la preuve de votre échange. S'il n'y en a pas, vous m'envoyez le message et je sais ce que je dois faire. Parce que on a commencé à avoir de très bons résultats à ce sujet aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Soyez surtout sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler. Je répète, mes produits sont de loin les meilleurs sur le marché, aussi bien à l'intérieur ici qu'à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qui permet à certains médecins de référer le numéro de Keïta à leurs patients. Et jusque-là, par la grâce de Dieu, tout le monde a été plus ou moins. J'aime pas le statistique 100%, mais on est dans la tranche de 90% de satisfaction et de guérison. C'est énorme en termes de santé publique. D'accord? Donc,
La Fondation Mariam Diallo, c'est le 223 72 25 70 70. Je répète, la Fondation Mariam Diallo, c'est le 223 72 25 70 70. D'accord? Et la Fondation Cheikh Oumar Keïta, c'est le 223 72 77 47 88. 72 77 47 88. Ça, c'est la Fondation Cheikh Oumar Keïta, et la Fondation Mariam Diallo, c'est 223 72 25 70 70. D'accord? Vous verrez les anneaux avec vraiment des informations précises à partir de votre, comment on appelle ça, à partir de votre médecin. Qu'est-ce que le médecin a dit? Quel est son diagnostic? Et c'est le diagnostic que quelqu'un regarde, et puis il vous fait une proposition. Mais je ne vous demande pas de m'envoyer les documents du diagnostic, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, vous me dites, après vos analyses et examens, voilà ce que le médecin a décelé comme pathologie ou infection chez vous. Voilà. Et ensuite, moi, je vous soumets mon traitement. Après le traitement, vous retournez encore voir le même médecin pour faire les mêmes examens pour confirmer votre état évolutif de santé. 223 72 77 47 88 223 72 25 70 70. D'accord? Voilà. Alors, on continue rapidement avec l'Iran, les États-Unis. Alors, Elon Musk a fait quelque chose d'extraordinaire qui, vous connaissez tous l'histoire d'Elon Musk avec Donald Trump. C'était trop beau pour être vrai, mais les Américains vont commencer à payer cher. Ah, je vais m'arrêter. Je voudrais dire infiniment merci au président Assimi Goïta. Infiniment merci au Premier ministre Abdoulaye Maïga. Curieusement, ça fait 24 heures, ils n'ont pas coupé courant aujourd'hui chez nous. Ah, j'avais oublié, je voulais. Ça fait 24 heures, ils n'ont pas coupé courant ici. Je dis bien 24 heures, ils n'ont pas coupé courant. Ça fait 24 heures. Merci au président Assimi Goïta. Merci à EDF, merci au ministre de l'Énergie, merci au Premier ministre, merci au peuple résilient du Mali qui a tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Merci. J'étais étonné. J'ai dit, mais 24 heures, il n'a pas coupé le courant. Ça, c'est extraordinaire. On espère et on prie Dieu qu'on aille ainsi. Alors, Elon Musk est en train de délocaliser tout son business en Chine. Écoutez bien, en Chine. Ça, ce n'est pas tout. Hein. L'Amérique est en train de rentrer dans une phase de récession. La mauvaise politique brutale de Donald Trump, sa violence, est en train de mal payer. Les gens boudent désormais les États-Unis à cause des restrictions qu'il a mises en place. Les touristes, personne ne va. Deuxièmement, Elon Musk est devenu sa bête noire. Donc, qu'est-ce que Elon Musk a fait? Elon Musk, avec la Chine, je ne sais pas comment il a fait, ce gars-là, c'est un génie. La Chine a accueilli Elon Musk et lui a donné carte blanche pour faire tout ce qu'il veut faire en Chine. Et il a pratiquement tout fermé aux États-Unis. Il a commencé à faire des investissements énormes, des milliards et des milliards de dollars en Chine déjà. Et ils ont donné la ville c'est Shanghai, ouais, le Silicon Valley, là. On dit, bon, il faut faire tous les développements, technologiques que tu veux, d'accord, comme l'intelligence artificielle, c'est ça, il faut venir, tu as fait tout. Mais la Trump est tellement en boule, il dit, il trahit. Bon, ils vont faire enquête sur lui, mais pendant ce temps, Elon est parti. En Afrique du Sud, ils ont ouvert en Inde, donc il est en train il a un sérieux problème avec lui parce qu'il dit qu'il ne veut plus mettre SpaceX à la disposition du Pentagone. Et ça les a énervés. Comme Trump est bête, lui croit que tout est argent. Donc, comme le monsieur dit, il ne met pas son truc parce que les gens voulaient avoir la propriété totale pour Trump et Elon dit jamais. C'est ma chose. Vous avez votre espace qui vous est dédié. Mais vous voulez outrepasser, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cancellé 2 contrats qui faisaient des milliards de dollars. Quand ils ont fait ça, lui aussi, il dit d'accord, c'est fini. Il a lavé ses mains, il dit rien, et puis il a commencé à s'installer un peu partout dans le monde. Même le Japon l'a reçu.
Donc Elon Musk est en train de dégager. Et ce que, moi j'ai écouté le documentaire, j'étais dépassé, l'élément, j'étais dépassé parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il a fait tout ça et les gens n'ont rien compris. C'est à la fin qu'ils ont compris qu'il a investi des milliards de dollars et j'allais oublier, et Dubaï aussi, Arabie Saoudite, donc partout on l'appelle et finalement il dit qu'il n'a plus besoin de l'Amérique. Donc il est en train de développer son business à l'échelle planétaire. Ça c'est la première information. Deuxième information, il y a Israël qui, tellement ils ont sanctionné les fuites d'images, le réveil est brutal. Et l'Iran a surpris le monde à plus d'un titre. Et maintenant, Poutine de son côté, j'ai pas fini avec l'Iran avec... alors, Israël demande aux États-Unis d'intervenir à nouveau. Les Américains disent, nous on n'a plus... Vous savez que Poutine a tué tout le monde. Bon, je vais laisser Israël, Iran, États-Unis, vous allez comprendre tout ça. Je laisse, mais tout ce que je vais vous donner tout à l'heure comme information, rappelez-vous toujours qu'il y a une situation entre Israël, Iran et États-Unis. Ça vous permet de bien comprendre pourquoi il ne peut plus s'amuser. Il y a un mythe qui était là, un mythe de l'invincibilité. Ils sont intouchables. Et Israël était le seul pays au monde avec autant de pare-feu antimissiles. C'était le seul pays au monde qui a mis des milliards et des milliards de dollars dans la protection de son territoire. Donc, l'Iran avait tellement infiltré Israël. Je vous ai dit souvent d'aller regarder les films chinois là-bas, où les enfants infiltrent, où les espions vont dans les... La manière dont le Mossad avait infiltré le sommet de l'État iranien, les gardiens de la révolution avaient aussi infiltré Israël jusqu'à ce niveau. Donc, ils avaient les coordonnées GPS de tous les sites stratégiques, de toutes les institutions, les instituts en Israël. Donc, quand Israël a frappé, ils ne se sont pas précipités. Ils ont rentré tous les coordonnées. Ils ont saturé l'espace. Et Israël dépensait, les 12 jours ont coûté 3 milliards de dollars à Israël. Je dis, mais 3 milliards de dollars à Israël, les 12 jours de guerre. Donc, Iran a saturé leur espace. Ils envoient les intercepteurs missiles, puisque quand ils sont bons, Iran envoie maintenant les vrais missiles balistiques et puis hypersoniques sur les sites stratégiques. Ils envoient les drones pour saturer. Et les intercepteurs sont mélangés. Maintenant, l'Iran prend son temps pour frapper. Et les images qui sont en train de sortir doucement, c'était si on laissait 5 jours de plus, maximum une semaine, Israël c'était fini. Israël allait retourner à à l'âge de la pierre. C'est ça? À l'âge de pierre, voilà. Israël allait retourner à l'âge de pierre. Donc, quand vous regardez ce que l'Iran a réalisé en Israël, vous restez contemplatif. Mais en même temps, vous dites, avec toutes ces sanctions sur l'Iran, l'Iran a pu se développer. C'est vrai que l'Iran a acheté beaucoup, mais l'Iran a pu développer une économie résiliente. Pourquoi l'Iran a façonné, moi, ma façon de voir les choses? Parce que pour eux, là, les Occidentaux, les impérialistes, si c'est pas eux, c'est fini, le monde n'existe pas. Et moi, je souhaite voir nos autorités s'inspirer de l'exemple iranien. Sans trop parler, les gardiens de la révolution ont préparé. Parce que moi, j'aime bien suivre l'actualité internationale pour avoir plus d'éléments à exploiter. La plupart de tous les spécialistes militaires, jusqu'à ce jour, ils cherchent à comprendre comment l'Iran
a pu anticiper comment l'Iran est arrivé à un tel résultat. Alors, il y a un changement fondamental qui a eu lieu. Vous savez, l'élite politique dans nos États, beaucoup sont pourris. Et l'élite politique iranienne est pourrie. Dieu merci, leur révolution a permis de mettre en place un guide suprême et les gardiens de la révolution. S'il n'y avait pas le guide suprême, Israël allait détruire l'Iran, c'est fini. Et la guerre qui s'est passée pendant ces 12 jours doit interpeller pour nous, Africains, et particulièrement nos pays de l'AES, pourquoi c'est le guide suprême qui est l'autorité la plus entendue, parce qu'il comprend bien ce qui est en jeu. Et c'est pourquoi nous, pays de l'AES, nous devrons faire tout, non pas pour faire comme l'Iran, mais créer notre propre système de démocratie. Mettre en place nos propres institutions de développement. Ce qui fait que même le déplacement du Premier ministre en Espagne, et puis la plus avec moi personnellement, j'ai pas, ça c'est moi. Moi j'ai pas apprécié. Je vous dis, ceux-là, on va passer notre vie à faire ce qu'ils veulent. Tant que eux là, ils savent qu'on peut atteindre quelque chose, ils vont toujours venir avec des ruses et des astuces pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. On ne peut pas se couper d'eux. Hein. Ils font partie de ce grand village planétaire qui est le monde. Mais quand je vois nos responsables là-bas, on dit qu'ils sont allés parler de développement. C'est vrai, il y a des experts qu'on va pour écouter. Et d'ailleurs, notre Premier ministre a fait un discours vraiment choc où il a pointé du doigt l'Algérie comme étant un pays déstabilisateur du Sahel. Mais moi, au-delà de tous ces discours-là, il y a des rencontres auxquelles nos États ne doivent même plus participer. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara a bloqué la candidature du Burkina Faso pour que le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso prenne la présidence tournante de l'UMOA. L'UMOA, vous connaissez, c'est Union économique monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire l'organisation du franc CFA. C'est le Burkina qui doit logiquement prendre la présidence. Mais Alassane Ouattara s'est opposé. Il a refusé. Bon. Sinon on dit, sortez de l'AES, sortez du franc CFA. Ah, il ne peut pas. Bon, moi je pense que le Burkina, peut-être pour la Côte d'Ivoire, elle a montré que c'est elle qui décide. Mais Ouattara, il est tellement bête que souvent il ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. Ce qu'il Ouattara n'a pas compris. Quand nous on pousse le Burkina pour prendre la présence de l'Ivoire, mais nous on veut voir dedans. Nous on veut voir comme dit Babou, hein, on veut voir dedans. Nous on veut voir comment ils font. Mais là quand vous nous empêchez, vous nous donnez plus de poids, vous nous donnez plus de raisons à craquer la porte et puis partir. D'ailleurs, c'est ce que la Chine demande au Mali, au Burkina, au Niger, c'est ce que la Russie demande, c'est ce que l'Inde demande, c'est ce que le Brésil, le Pakistan, l'Afrique du Sud, ils ont coupé finalement, c'est ce qu'ils demandent. Donc pour nous, ça c'est pas un souci. Si c'est ce qu'ils demandent, on va le faire. Est-ce que vous voyez? Donne-moi ici, s'il vous plaît. Je vais essayer de... Voilà, donc pour nous, oh là là, il n'y a pas trop les autres. Donc, pour nous, ça c'est pas chose quoi. Que la Côte d'Ivoire, permettez-moi une minute. Alors donc si Ouattara par exemple, dans une seconde là, on va faire quelque chose comme ça ici, pour nous permettre de pouvoir continuer sainement notre intervention. Voilà. Alors donc, s'ils empêchent le Burkina de prendre la tête, la présence tournante de l'Ivoire, mais c'est pas eux, ils font du tort, ça eux-mêmes ils font du tort.
Pour la simple raison que nous tirons les leçons de ce qu'ils font et nous nous disons, attendez, donc si le Burkina, le Mali, le Niger, nos présidents doivent rester les 5 prochaines années à venir. Donc ça veut dire que pendant ces 5 prochaines années à venir, aucun de nos États ne peut prendre la présidence tournante de l'UMOA. Et ça, c'est des questions légitimes que se posent nos présidents. C'est des questions légitimes que se posent nos responsables. Est-ce que pendant les 5 années à venir, aucun pays de l'AES ne pourra accéder à la présence de l'UMOA? Ça, c'est la question. Et il nous donne plus d'éléments. Et nos autorités aussi vont tirer toutes les leçons. Pour le moment, c'est pas officiel. Ni le Burkina ni la Côte d'Ivoire n'en ont parlé. Mais vraisemblablement, c'est ce qui se passe pour le moment. Et nous attendons de voir la suite, qu'est-ce que cela va donner. Et maintenant, pour une fois de plus revenir encore au pays de l'OTAN, on a peur de ces pays-là. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, ils ont cultivé le mythe du complexe d'infériorité chez nos dirigeants. Je reprends. Ils ont cultivé le mythe de l'infériorité de nos dirigeants africains. Ça, c'est l'Occident. Le mythe de l'infériorité. Le mythe de l'infériorité. Alors, et nos présidents sont tombés dans ce jeu. Nos présidents sont tombés dans ce tour. Nos présidents sont devenus l'esclave de ce mythe d'infériorité. Je ne parle pas de l'AES, mais je parle de ces présidents-là que vous connaissez. Vous n'avez qu'à regarder Alassane Ouattara, qui laisse un pays de 30 millions pour aller voir un petit président en chute libre, appelé Emmanuel Macron, pour que celui-ci puisse adouber sa folie en vouloir briguer un 4e mandat. Et le petit Français, dès que celui-ci va dire oui, il est prêt à tuer tous les Ivoiriens qui vont s'opposer. Voilà la politique africaine. Est-ce que c'est avec ça là qu'on peut construire? Est-ce que c'est avec ça là qu'on sera un pays développé? Je vous ai donné tout à l'heure le fameux bloc pétrolier. Mais le Sénégal, on peut ne pas aimer les deux présidents, le président Diomaye et son premier ministre, mais moi j'ai toujours dit, tant qu'ils travaillent pour le peuple. Non, mais Simone, alors moi j'ai toujours dit que cela m'importe peu, ma position, je veux dire, mais tant qu'ils font ce qu'ils doivent faire pour leur peuple, c'est le plus important. Moi, je ne les ai pas élus, c'est leur peuple. Et Ousmane Sonko et son frère Diomaye, le président, ils sont en train de mettre en place une véritable architecture économique. Et quand ils vont finir, le Sénégal risque de surpasser Dubaï. Mais c'est à ça que nous, on veut en venir. Donc, regardez aujourd'hui, ces jeunes gens arrivent au pouvoir. Ils font sortir les erreurs de maquille, les surfacturations, les mensonges, et ils décident désormais ni le pétrole, ni le gaz, encore toutes les ressources naturelles du Sénégal ne sortira brut du Sénégal. Tout sera transformé sur place. Ivoirien, combien de tonnes Ouattara transforme en cacao, en café, en EVA, en palmier, en acajou? Combien il transforme Alassane Ouattara? Après 15 ans de pouvoir, sans résultat, il est prêt encore à tuer les Ivoiriens. Mais voilà ces deux jeunes gens arrivés au pouvoir. Regardez le travail titanesque qu'ils sont en train de. Ils sont allés, ils ont convaincu la Chine et la plus grande compagnie de transformation de pétrole dans le monde. C'est quoi ça, CNCP, en Chine? C'est eux qui vont venir. Ils vont travailler de concert avec cette compagnie-là pour transformer le pétrole sénégalais. Mais en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour tout ça que ce monsieur-là, il veut tuer les gens. Alors,
L'Ukraine aujourd'hui c'est fini, il faut même pas se blaguer. La Russie est en train de faire quelque chose d'inimaginable en Ukraine. Les Américains, ce n'est pas des gaietés de cœur, c'est parce que les Américains se sont rendus compte que si jamais il y a un conflit ouvert aujourd'hui, c'est fini, ils peuvent rien faire, ils sont finis. Ils n'ont pas suffisamment de munitions en stock, en réserve, pour pouvoir se lancer dans une opération militaire. Et ce que Trump veut faire avec l'Iran, si jamais il veut encore s'amuser, c'est de lancer des attaques surprises. Mais cette fois-ci-là, ils n'auront plus la facilité avec laquelle ils l'ont fait. Parce que ce corridor qu'ils ont utilisé, l'Iran a colmaté. Puisqu'ils avaient envoyé des hackers pour désactiver les systèmes iraniens. Donc les gens rentrent, ils frappent et puis ils sautent. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Et je ne crois pas que les Américains vont s'amuser à envoyer 7 avions qui coûtent chaque avion 2 milliards 200 millions chaque avion. Les B2 là, c'est plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Ils vont les envoyer pour qu'on les abatte en cours de route. Parce que l'Iran vient d'acheter des avions avec la Chine, les J-10. Ils sont dangereux, les J-10 sont rapides. Ils sont comme les petits papiers là, ils ont abattu plein de F-35 et quelque chose d'indien entre le Pakistan, parce que c'est sur les avions que le Pakistan achetait beaucoup à la Chine. Et d'ailleurs, ce sont les Pakistanais même qui ont beaucoup inspiré l'Iran. Nous, c'est la même chose. Les J-10 là, nous, si c'est bon, le temps qu'on arrive à construire nos propres avions, pourquoi on va pas acheter les J-10? Pourquoi pas? Et moi, je pense que ce sont des avions qui peuvent nous aider énormément ici dans le Sahel. Ces avions-là ont une puissance de feu inimaginable. Alors donc, rapidement, c'est le dimanche, on veut aller, vous allez sortir voir la famille, aller manger un petit coup, donc on va pas prendre trop de temps, hein. Donc c'est le premier numéro du Dimanche Actif 77, d'accord? Dimanche Actif, pourquoi Dimanche Actualité 77, c'est-à-dire 7 sur 7. Donc on fait le ramassis de toute l'actualité de la semaine et puis on essaie de faire un débrief assez riche, assez consistant. Alors, ce qu'il faut retenir, l'Occident est en décadence. L'Europe, à l'exception de l'Angleterre, l'Italie, la Hongrie, un peu l'Espagne, l'Allemagne est en chute libre, la France est en chute libre. Il y a certains pays qui sont en chute libre. Donc, ce rêve qu'on nous a vendu, ils ne le sont plus aujourd'hui. Il faut qu'on soit honnête. Ils ne sont plus ce rêve qu'ils nous ont vendu aujourd'hui. Dieu merci, il y a eu un certain Vladimir Poutine qui nous a amené à comprendre ça. Mais nous, Africains, ces choses qui se passent là-bas, j'allais oublier. Il y a un conflit, et je vais développer ça beaucoup plus si on a l'occasion de le faire ce soir. Je vais juste planter le décor pour ce soir. Il y a l'Azerbaïdjan, que vous connaissez. Trump et Israël veut pousser Trump à entrer une deuxième fois en guerre contre l'Iran. J'ai écouté un monsieur, un expert, et dit l'Iran a ciblé toutes les grandes compagnies de production de pétrole, toutes les grandes compagnies d'exploitation de pétrole, de transformation du pétrole dans tout le Moyen-Orient. Et tous les missiles de l'Iran peuvent toucher chaque unité de production. Alors imaginez les États-Unis, Iran et Israël venir attaquer encore. On dit, mais l'Iran est prêt à envoyer ces missiles-là, même en Arabie Saoudite, pour arrêter complètement la production pétrolière. Imaginez la catastrophe, ce n'est pas tout. Et le canal d'Ormuz, c'est ça, le canal d'Ormuz, ils vont fermer. Une fois qu'il s'est fermé, c'est fini. Ils ont le choix, soit ils ferment le canal, ils prennent la disposition, ils ferment le canal, soit ils bombardent les compagnies de raffinage de pétrole. Alors, en faisant cela, c'est le monde, c'est l'économie du monde qui va s'arrêter tout de suite. Dieu a fait une faveur à l'Iran. Peut-être que c'est ce qui fait tant mal à Israël, parce que l'Iran est dans une position où, si l'Iran décide aujourd'hui
l'Iran peut étouffer l'économie mondiale. En un seul jour. Et Trump le sait. Mais ce n'est pas tout. Quand Trump a envoyé son histoire de tarifs, mais personne n'est prêt à négocier avec Trump. Qu'est-ce que font les gens? Les gens se tournent vers la Russie, vers la Chine. Ils adoptent quoi? Ils adoptent le yuan, la monnaie chinoise. Même il y a des pays africains qui ont fait des transactions avec la monnaie chinoise. Oui. La monnaie chinoise, actuellement, c'est la deuxième monnaie la plus puissante au monde. C'est pas l'euro, hein. J'ai dit la monnaie chinoise, c'est pas l'euro. Après le dollar. Parce que l'euro est assujetti au dollar. Le mécanisme de transaction internationale est assujetti au dollar, alors que le yuan n'est assujetti à aucun mécanisme. Donc ça fait que le yuan est flexible, est libre, indépendant, souverain, et les gens apprécient ça par rapport au... Et tout le monde veut utiliser le yuan, pourquoi? Pour contourner toutes les sanctions américaines. Parce que les Américains, 2-3 sanctions. 2-3 sanctions. 2-3 sanctions. Donc si vous avez une monnaie qui échappe à toutes sanctions, mais vous n'avez plus besoin d'avoir peur de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui fait peur et à l'Europe et aux Américains. Donc, on va revenir pour développer cette crise qui pointe à l'horizon. Et puis, cet aspect économique-là, que nous, moi personnellement, je veux bien pousser nos autorités au sein de l'AES, vraiment de mettre les bouchées doubles par rapport à notre monnaie. D'aller beaucoup plus vite pour avoir une monnaie AES. Et cette monnaie-là, nous allons l'utiliser sur l'échiquier international pour faire nos transactions. Et nous, aussi bien nous achetons le rouble, la monnaie russe, nous allons acheter le yuan, la monnaie chinoise, l'euro, la monnaie européenne, le dollar, c'est nécessaire, la monnaie américaine. Donc, on ne veut pas être soumis à une dominance ou à une domination spécifique, mais on veut avoir cette liberté. Mais pour en arriver là, il faut que nos autorités commencent à mettre la bouche double pour avoir notre propre monnaie. Parce que c'est la seule condition de notre liberté véritable. Parce que tant qu'on sera soumis au système du dollar, toutes les sanctions américaines, oui c'est vrai, pour le moment on a réussi à échapper à beaucoup. Mais n'oublions pas que ça nous a beaucoup affaibli aussi.